Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Merci encore une fois de nous suivre. Merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle, qui met l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal, pourquoi pas en Amérique du Nord. Nous avons avec nous un invité. Il nous vient directement du Bénin. Il est donc en fait dans une ville au Bénin qui s'appelle Bembereke. Et ce monsieur, en fait, on l'a déjà reçu à l'émission de télévision. Nous abordons avec lui des questions très intéressantes, entre autres, puisque le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest, dont la capitale est Lomé, je vous le rappelle. Ce monsieur, donc, nous parle de confinement, en fait, dans son pays. Il nous parle également, donc, on parle beaucoup des thèmes très intéressants actuellement en Occident. La discrimination raciale, c'est très à la mode. On voudrait vérifier un peu comment ça se passe dans ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons également, évidemment, de l'invasion du Capitole aux États-Unis et tout ça. Comment est-ce qu'en Afrique, comment est-ce qu'au Bénin, on suit tous ces événements? Alors, nous avons avec lui en ligne, actuellement. Bonjour, comment allez-vous, monsieur Gédéon? Je rappelle Akouekou. J'ai bien prononcé votre nom. Bonsoir, merci Monsieur Henry. Merci une fois encore de m'accepter sur votre émission. C'est avec plaisir de partager que je présente chaque fois. Je me rends disponible pour animer votre émission avec vous. C'est un grand plaisir. Merci, merci donc d'accepter cette interview. Tout d'abord, vous êtes où actuellement? Je veux le repréciser juste pour m'assurer qu'on parle bien des bonnes places. Où êtes-vous actuellement? Ah oui, actuellement, je me situe dans une ville à plus de 500 km de Cotonou, la capitale du Bénin. La ville s'appelle Bembereke. Effectivement, je voudrais ici présenter mes excuses parce que j'ai confondu. J'ai dit tantôt Lomé au lieu de Cotonou. Lomé, c'est plutôt Togo. Hein. Lomé, c'est la capitale du Togo, alors que Cotonou, c'est bien le Bénin. C'est bien cela. Bien sûr, Cotonou, c'est le Bénin. Bon, alors ça, c'est mon erreur. Donc, vous êtes à 500 km, à plus de 500 km en fait, Cotonou, dans une ville nommée Bembereke. Pourquoi Bembereke? Oh, Bembereke, c'est une ville au nord du pays, sur l'autoroute qui mène vers le Niger. Je ne suis plus trop loin de la frontière, environ à 200 km de la frontière avec le Niger. C'est une ville montagneuse, une ville réputée. Le grand centre que nous avions ici à Bembereke, qui fait la fierté de cette ville, c'est notre grand centre de formation militaire, en l'occurrence le Prétané militaire, qui reçoit des enfants à bas âge, qui les forment militairement, qui deviennent des grands officiers militaires de ce pays. Alors, je dois juste préciser ici que vous-même, dans vos fonctions, devrais-je dire officielles, vous me l'avez confié vous-même, vous êtes inspecteur de police, n'est-ce pas, si je ne m'abuse? C'est bien ça? Ah oui, de par mes fonctions professionnelles, je suis officier de police. Et à cette tâche que je suis juste en détachement au centre de formation militaire, au Prétané militaire, juste pour l'encadrement et quelques cours aux nouveaux élèves, agents de police, qui sont dans leur formation commune de base ici au centre. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous gérez le coronavirus, puisqu'on en parle un peu partout, par-ci, par-là, dans le monde. Dans les pays, en fait, vous avez suivi comme moi, les pays occidentaux actuellement, c'est le confinement, c'est les couvre-feux. Vous, en fait, comment est-ce que vous gérez tout cela sur place? Non, apparemment, le Bénin, comme je vous l'avais dit un temps dans notre entretien passé, le Bénin a développé une politique, nous ne nous vantons pas, mais un peu efficace face à la pandémie du Covid-19. Nous avions très tôt, le gouvernement a imposé des règles, des critères où la population s'est attelée à respecter, ce qui fait aujourd'hui que nous ne vivons pas de couvre-feu, nous ne vivons à Lomé, à côté de nous, c'est le couvre-feu. Ici, il n'y a pas cela, mais nous essayons quand même de contenir le coronavirus au Bénin d'une manière à ce que chacun arrive à vaquer à ses occupations. Et je rappelle aussi que notre aéroport international n'a pas été tout au long de cette D'accord. Alors, pandémie. Alors, vous suivez
Vous suivez actuellement un thème dont on parle beaucoup en Occident, discrimination raciale, le racisme. Certains Noirs, que ce soit au niveau européen, au niveau même des États-Unis, sont victimes depuis que le monde est monde, pratiquement, de ce qu'on appelle en fait, discrimination raciale, le racisme. J'aimerais connaître votre point de vue disons, là-dessus. Est-ce qu'au Bénin, comment est-ce que vous voyez ça? Oui, au Bénin, plusieurs organisations de la société civile me testent ici, en l'occurrence, notre constitution condamne fermement la discrimination raciale. C'est un phénomène que personne, aucune organisation de la société civile qui respecte les droits de l'homme ne pourrait tolérer cela. Et ce phénomène s'observe malheureusement jusqu'au XXIe siècle. On assiste toujours à des phénomènes de discrimination raciale, que ce soit en Europe, en Afrique, même aux États-Unis. La race noire, si je me permets ainsi, continue toujours de subir une sorte, on l'écarte, on l'écarte, où on pense que la race noire est toujours inférieure à une certaine race, ce qui n'est pas vrai. Il faut approcher des fonctions données. Justement, nous avons toujours pris cette habitude, nous, les Noirs, au travers notre musique, au travers les arts, toujours de nous plaindre. Nos ancêtres se plaignaient déjà. Si vous regardez l'histoire des esclaves américains, noirs américains, dont certains sont d'ailleurs partis de chez vous, du Bénin, on regarde dans les champs de plantation, on va chanter, mais les chansons que en fait, les gens interprètent lorsqu'on travaillait dur, on se plaint des souffrances continuellement. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Les choses changent, il y a un éveil quelque part. Y a-t-il pas moyen, au lieu de se plaindre, de changer cela par des actions concrètes, positives, je veux dire? Effectivement, il ne sert à rien de se plaindre, de chanter des louanges, disons, je vais dire, faire de la négritude, en train de pleurer ou bien chanter la race noire, pensant que c'est cela qui va permettre à la race noire de s'émanciper et d'atteindre, s'égaler, d'aller à la même table que les autres races. Non, je pense qu'il n'est pas question de tout cela. Ce qu'il y a à faire, c'est que les Noirs aussi prennent conscience de leur état, prennent conscience qu'ils se sont retrouvés dans une situation où on les discrimine et ils doivent se lever, se battre au XXIe siècle, développer des outils, des capacités, des aptitudes, des stratégies à conquérir le monde émergent, le monde qui est en plein essor, en plein développement, et ne pas rester à la traîne. Sinon, on aura beau à chanter, à se plaindre, à faire tout cela, mais nous allons le faire de siècle en siècle, mais rien ne va changer. Tant que le Noir ne prendra pas conscience, quitter la littérature, quitter les chants, les louanges, se plaindre, tant que le Noir ne va pas quitter ce stade et venir faire face au monde contemporain pour permettre son épanouissement, on aura toujours. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, nous parlons ici donc de discrimination raciale comme telle. Il y a certains intellectuels qui affirment de manière très claire que l'homme noir, l'Africain, serait complexé. Et je vous ramène ici à notre époque historique, à l'époque coloniale, où, comme vous le savez, on parlait déjà de discrimination, de stratification dans les pays colonisés, que ce soit l'Afrique francophone ou encore certains pays d'Afrique, disons, lusophone ou autres. On a remarqué que justement, durant ces époques-là, cette séparation entre les Noirs et en fait les fameux occidentaux, le blanc était perçu comme l'exemple, comme le modèle à suivre comme tel. Sa manière de parler, d'être, d'exister finalement. L'homme noir qui observait cela, la femme noire qui observait cela, aurait comme imité cette manière d'être, cette manière de penser même. Alors, je vous pose la question, nous sommes en 2021,
Nous sommes jeunes, nous ne sommes pas, enfin, on n'a pas vécu les époques coloniales comme nos parents. Certains parmi nous avons voyagé, on a vu le monde différemment. Et je vous pose la question maintenant, selon vous, que répondez-vous à ceux et celles qui affirment aujourd'hui que l'homme noir serait complexé? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Ce phénomène s'observe beaucoup. La belle preuve aussi, je dois vous dire, vous voyez nos gouvernants ici en Afrique, vous voyez même leur style, leur mode d'habillement, vous allez voir qu'ils sont en train d'imiter quelqu'un. Ils prennent quelqu'un comme le modèle à suivre avant d'avoir un titre. Même les religions qui sont importées de l'Europe, qui atterrissent à l'Afrique, les religions viennent avec des styles vestimentaires et tout cela pour montrer que c'est l'homme blanc qu'il faut suivre. Hein, les Noirs même ne prennent même pas conscience qu'ils avaient une vie ici avant de découvrir le blanc sur le sol, mais ils ont l'art de copier tout du blanc et venir l'imposer. Du coup, la civilisation même africaine, si on continue ainsi, est en train de disparaître peu à peu. Si les Noirs ne prennent pas conscience, l'homme noir se sent complexé, si les Noirs même ne prennent pas conscience de l'état dans lequel eux-mêmes, leur attitude face au développement de l'Occident, s'ils ne prennent pas conscience de ça et ils suivent bêtement, je peux dire seulement que les jours ou les années à venir, les Noirs vont se confronter à un sérieux problème générationnel. Il serait très difficile pour eux d'amener leur progéniture à, à prendre conscience des réalités africaines. Ils vont totalement Dites-moi, perdre leur culture. est-ce que le sentez-vous sur place, vous qui êtes sur place actuellement au Bénin, dans la Oui, ville de Bembereke, est-ce que le sentez-vous? oui. Sentez-vous que cette jeunesse-là, elle est vraiment complexée ou bien sentez-vous qu'il y a quand même des changements qui se font, qu'on revient tranquillement vers ce qu'on appelle en fait une forme d'authenticité, être soi-même finalement? La ville, la ville dans laquelle je suis, les gens, ils s'attellent à leur culture. Hein. Il n'y a pas de copie collée ainsi que tel. Je vois des gens, quand je vais dans le marché à côté, je vais à la maison des jeunes de la culture qui est à côté, je vois des jeunes qui ont toujours encore les mêmes attraits hein, d'un pays comme le Bénin, les accoutrements, je vois certains habillements, parfois d'autres se livrent à la chasse ici, je vois, et je sens que ça, c'est typiquement l'Africain de souche. Il n'y a pas ce que nous remarquons dans les grandes villes comme à Cotonou, où totalement on ne voit plus rien de trait du Bénin. Mais ici, là où je suis, je me sens que je suis au Bénin. Les jeunes, Ah, ils n'ont pas encore perdu totalement le fil de dites-moi, leur tradition, de leur culture. avant de sortir du Bénin et d'aller vers Washington, D.C., une toute dernière question, puisqu'on parle des traditions africaines, nous sommes au Bénin. Le Bénin est réputé comme étant un pays africain où, j'ose dire le mot, la sorcellerie, le fétichisme serait très très fort. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que c'est vrai, ou bien est-ce que c'est faux? Oui, beaucoup prennent le Bénin comme le berceau du vaudou, ce qui fait que partout au monde, on le traite que le fétichisme et la haute sorcellerie y est basé. Mais dans chaque pays, on peut dire qu'il y a toujours des postes occultes qui se pratiquent dans tout le pays, hein, que vous allez même en Occident, dans tous Ah les oui, je pays sais de bien, je l'Afrique. sais bien. Mais Mais je veux vous rappeler le une chose. Bénin, le Bénin fait la particularité parce qu'il est le berceau du vaudou et les gens en prennent cela comme un pays à craindre. Mais non, c'est une culture à nous. Nous préférons, comme le gouverneur, le président de la République le dit souvent, nous préférons vendre. Hein, c'est une culture d'abord. C'est les hommes qui manipulent après tout cela pour nuire à leurs frères ou à, leur, à leurs amis. Sinon, c'est notre culture et nous avons Mais cela justement, ici. justement, j'ai beaucoup de public, de téléspectateurs, des Occidentaux qui vous regardent actuellement. Beaucoup parmi eux se posent cette question. Dites-moi, est-ce que le vaudou et le fétichisme et la sorcellerie, est-ce que c'est la même chose? Je termine par une autre question. Est-ce que quelqu'un peut-il ensorceler une autre personne par ces méthodes? Non, d'aucuns peuvent ensorceler un autre s'il manipule malencontreusement cela envers ses frères. Sinon, c'est notre culture, c'est ce que
nos ancêtres nous ont légué, nous savons bien. Ça se fait? Mais Est-ce que ça se fait? que l'homme est un pervers, il peut y Est-ce que arriver, ça il se peut fait? manipuler toutes sortes de choses pour nuire. On a vu des cas réels? L'homme peut manipuler toutes sortes de choses. Ah, mais oui, on ne peut pas. Puisque c'est un peu, ce n'est pas si physique, hein, ce dont on parle, la sorcellerie n'est pas quelque chose si physique qu'il faut toucher. C'est vrai que d'autres manipulent de façon malencontreuse les rites dédiés que les ancêtres nous ont laissés pour nuire à des gens. Ça, là, on ne va pas le nier, ça existe. Ça existe. Mais ce n'est pas ce qui est. Mais le vaudou n'est pas là pour nuire. Le vaudou n'est pas là pour nuire. Le vaudou, c'est notre tradition. Le vaudou, c'est notre religion avant que les religions importées ne viennent à nous. Le vaudou, c'est la paix. Le vaudou, c'est le bonheur. Le vaudou, c'est la joie. Le vaudou, c'est la prospérité. Et tout ça. D'accord. Alors, on va maintenant... n'aille pas peindre tout noir. D'accord. Alors, on va maintenant sortir rapido presto, aller un petit peu vers Washington, D.C., la capitale politique, la capitale fédérale américaine. Vous êtes actuellement donc au Bénin, africain que vous êtes. Vous suivez, comme moi, l'actualité internationale. Vous avez vu à la télévision, n'est-ce pas, l'invasion du Capitole, je vous le souligne, qui est en fait le panthéon de la politique américaine. L'invasion absolument incroyable, avec comme conséquence 5 morts. 5 morts. Quel est votre commentaire, vous qui êtes sur le continent, qui avez suivi cela, quel est votre commentaire sur ces événements? Vraiment, c'est des événements à déplorer. Moi-même, j'ai suivi cela, je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai pris mon temps à suivre correctement toute la nuit et c'est déplorable pour l'Amérique. L'Amérique que nous prenons ici en Afrique comme l'exemple, le modèle en matière de démocratie où tout le monde aspire à atteindre le niveau de démocratie de l'Amérique. L'Amérique d'un coup qui tombe par terre, l'Amérique qui nous donne des schémas de l'alternance des dictateurs en Afrique. C'est un exemple pareil qu'ils nous ont montré. Mais c'est déplorable pour la démocratie américaine et je pense que ça va toujours rester dans les archives. Les gens, lorsque l'Amérique voudra faire des leçons de démocratie aux États en Afrique, les gens prendront cela toujours comme exemple pour lui dire non, 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 et comprendre qu'ils ne peuvent pas leur donner de leçons. Et c'est déplorable parce que beaucoup comptent surtout l'invasion du Capitole. Ça a été quelque chose qui a choqué les Africains. Donc les Africains ont compris que la chose peut se passer partout. L'Amérique n'était pas mise à part, ça peut se passer partout alors. Donc ça n'encourage pas les démocraties africaines à émerger. Vivement que les Américains se comprennent entre eux et pensent ces plaies-là, afin que la division extrême qu'on constate au milieu d'eux, cette fois-ci, puisse ne pas continuer, afin qu'ils trouvent la paix, la sérénité, et afin que le nouveau président élu puisse rassembler tout le monde pour rendre les Amériques prospères. Alors, l'arrivée de Joe Biden, je termine là-dessus, l'arrivée de Joe Biden, nouveau président démocrate. Certains Africains ont fait des commentaires absolument incroyables, disant, mais voilà, on a eu notre frère, Barack Obama. Barack Obama, qui était également un président démocrate. On a eu notre frère, ce monsieur qui est le fils d'un Africain, un Kenyan. Le papa était un étudiant kenyan qui a obtenu une bourse et qui est venu étudier aux États-Unis, faire son doctorat à Harvard University. Il a rencontré la maman et voilà, l'enfant est né. Donc, il est kenyan quelque part. Quand Barack est arrivé au pouvoir, toute l'Afrique s'est dit, voilà enfin l'espoir, l'espoir, il y aura des changements, ça va aller mieux. Barack est venu, Barack a visité, Barack a dansé, Barack est parti. Et Barack est parti. Et donc, les Africains, beaucoup ont voté pour M. Trump, disant que Trump va faire du bien avec l'Afrique. Là, Biden revient. Biden qui est de la gauche, Biden qui est démocrate, Biden qui revient justement au sein de l'Union européenne. Bref, tous les accords que l'autre avait cassés, Biden remet cela. L'Afrique espère encore quelque part. Vous qui êtes sur place, et je termine disons là-dessus, vous qui suivez justement l'actualité américaine, l'actualité internationale, quel est votre commentaire avec l'arrivée de M. Joe Biden en tant que président des États-Unis? Oui, bien vrai, beaucoup d'Africains prennent Joe Biden comme l'espoir. L'espoir, c'est comme ça aussi, il y a beaucoup de la jeunesse africaine qui comptait vraiment sur Donald Trump.
parce qu'ils aimaient le courage, la carrure, la façon de gérer de Donald Trump qui s'assimile un peu à la façon où certains dictateurs arrivent à imposer certaines choses ici en Afrique. Bon, d'autres veulent voir le scénario se dérouler, mais ce n'est pas ça. D'autres voient en Joe Biden le merci, mais ils n'ont pas oublié que le merci qu'ils avaient pris Barack Obama comme le merci, ils n'ont pas eu les résultats escomptés et les résultats qu'ils attendaient. Donc, ce que beaucoup de jeunes se disent aujourd'hui, c'est vrai, l'administration Trump a mis beaucoup de rigueur sur certains pays, en l'occurrence le Nigeria. Certains n'arrivaient plus à avoir de visa du tout. Il y a d'autres qui sont bannis complètement pour se rendre aux États-Unis. Mais ils espèrent qu'avec la politique des démocrates, Joe Biden va encore leur permettre d'émigrer un peu vers... Sinon, il n'y a pas de sujet pour les Africains. Est-ce que celui qui est arrivé, on a-t-il des facilités pour migrer vers les États-Unis? C'est la seule question que les jeunes Africains se posent. C'est par là qu'ils jugent les présidents. Si Joe Biden arrive à donner encore un peu d'ouverture, à assouplir les modalités pour immigrer aux États-Unis, les Africains vont applaudir, la jeunesse africaine va dire « Oh, voilà, c'est un bon président ». Mais ils n'ont pas oublié ce que Barack Obama, ils ont mis tout leur espoir sur Barack Obama, oubliant que ce n'est pas Barack Obama seul qui rentre dans la Chambre et concorde les lois d'immigration. Ça doit passer par un congrès et passer par le Sénat et tout cela. Donc, les Africains et certains qui sont candidats à l'immigration, c'est eux qui donnent leur espoir tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Mais je pense que les Africains doivent prendre conscience que pas avec l'immigration qu'il faut évaluer un président d'un autre pays. C'est leur capacité, leur savoir-faire, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leur propre pays. C'est ça qui doit les motiver. Qu'est-ce qu'ils pensent faire pour changer la situation de leur pays. C'est ça qui doit les motiver. Donc, alors, à tous ces Africains qui continuent encore d'avoir d'espoir sur tel ou tel président, je pense qu'ils doivent mener le débat ailleurs et revenir en eux-mêmes et savoir que le bonheur de l'Afrique ne peut que se faire par l'Afrique. Comme dirait le président ghanéen, on doit commencer à penser à compter sur soi-même d'abord avant de compter sur l'Occident et sur les autres. Évidemment. Monsieur Gédéon Akweku, je vous dis encore une fois grand merci. Sincèrement,